la vie, la vie. Je m'appelle Didier Rosy, je suis un nomade de la vie en ce moment, c'est-à-dire j'ai plusieurs lieux d'activité, je bouge beaucoup. C'est une passion qui me porte aujourd'hui dans ce que je fais, donc c'est tout un parcours, on va dire, assez éclectique. Je suis un scientifique qui a bien tourné, puisqu'à l'origine j'étais technicien supérieur en électronique et informatique pour l'armée de l'air française. Et puis, pour des raisons de santé, il a fallu que je trouve des moyens de m'en sortir, puisque la médecine m'avait condamné à l'âge de 32 ans à plus faire du sport à vie. J'avais une usure des disques intervertébraux. Donc la médecine pouvant plus s'occuper vraiment de moi, il n'y avait pas de solution particulière pour la médecine. Je me suis orienté vers les médecines douces. J'aime pas dire parallèles, parce que le problème, ça voudrait dire qu'elles ne se rejoignent jamais. Or, mon rêve, justement, mon souhait, ça serait qu'un jour on puisse réunir toutes les médecines ancestrales, ces médecines douces, de manière à ce qu'on puisse effectivement travailler ensemble dans une collaboration plutôt qu'une compétition aujourd'hui. Et donc c'est tout ce parcours qui m'a amené à être aujourd'hui dans cette recherche permanente d'un mieux-être. Donc j'ai 56 ans. Et voilà, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon parcours, je me suis formé en médecine chinoise, donc je suis diplômé de médecine chinoise. Pour moi, c'était pas tout à fait suffisant. L'énergétique, c'est vraiment super, mais c'est pas suffisant. Il m'a fallu d'autres expériences et d'autres rencontres, dont celle avec la bioélectronique de Vincent. Qui est une technique qui permet de mesurer l'eau du corps en fait. C'est le premier constituant du corps humain, c'est vrai qu'on en parle très peu, voire quasiment pas. Et l'eau est très importante puisque c'est d'abord le véhicule de nos émotions. Et si on arrive à définir l'eau du corps, on peut définir aussi l'alimentation et le terrain, donc comment modifier ce terrain par l'alimentation. Donc j'ai utilisé la bioélectronique de Vincent, qui mesure les 3 humeurs aqueuses de l'organisme sans salive urine. Et puis, c'était pas encore suffisant, donc je me suis orienté vers tout ce qui est émotionnel. Et là, c'est les sons, c'est les fréquences qui m'ont parlé d'entrée. Parce que pour moi, fondamentalement, et dans les rencontres que j'ai pu faire, c'est le stress qui, à l'origine, ce stress vient générer progressivement des dysfonctions dans le corps. Et pour moi, la majorité des maladies, la majorité des événements que nous vivons dans la vie proviennent des stress qui sont non gérés. Donc on a les travaux de Hammer qui parlent de ça, on a d'autres travaux bien évidemment. Et voilà, c'est le travail que je développe vraiment beaucoup aujourd'hui. Il manquait encore une dimension dans ce travail-là, c'était le côté spirituel. Donc j'ai fait quelques recherches à droite à gauche et en fait ce qui m'a vraiment parlé, c'est le chamanisme. Le chamanisme, pourquoi? Parce que le chamanisme, même s'il est à la base de toutes les religions, n'est pas en fait une religion. Il n'y a pas de prêtre qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Le chamanisme, il permet justement de développer sa propre éthique. Je veux dire, dans nos sociétés, il y a la morale. Bon, la morale est nécessaire, c'est une morale qui va être définie en fonction d'un groupe, par rapport à ce qui va rattacher ce groupe, rapprocher ce groupe, pour qu'on puisse fonctionner d'une manière correcte dans ce groupe, harmonieuse si possible. Mais la morale, elle est dictée par l'extérieur. En fait, elle va être assujettie à différents facteurs environnementaux, économiques, religieux, politiques, etc. Qui fait que dans un groupe, la morale peut tout à fait accepter qu'un homme ait plusieurs femmes, parce qu'il y a très peu d'hommes dans cette société, et qu'une société à côté va être, ça va être l'antithèse. Ils vont décider que non, c'est amoral de vivre avec plusieurs femmes, et ainsi de suite. Donc ça touche cet aspect-là, ça peut en toucher d'autres. Alors que dans le chamanisme, on va développer l'éthique. L'éthique, c'est rechercher au fond de soi ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc c'est vraiment individuel, ça vient du cœur. Et le chamanisme permet justement de développer cette éthique. Et donc ça m'a vraiment parlé. Et dans le chamanisme, on va traverser les peurs. Et si on a une peur de la mort, on se fait enterrer. Si on a peur du feu, on marche sur le feu. Si on a peur du noir, on va faire la spéléo sans matériel et sans lumière. Et donc j'ai expérimenté tout ça, qui m'ont permis de finalement traverser ces peurs et de me rendre compte que ces peurs, finalement, ce n'étaient que des croyances. Une croyance, c'est adopter quelque chose, alors que c'est pas on l'a jamais vérifié. Et on va vérifier si cette peur, elle a vraiment un fondement pour moi ou pas. Et donc la plupart des peurs que j'avais n'avaient pas de fondement. Donc ça me permet aujourd'hui de fonctionner beaucoup mieux. J'ai plus de problèmes de dos, j'ai plus de problèmes de santé. Et je suis beaucoup mieux qu'à 20 ou 30 ans. Donc pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Donc c'est tout ce parcours qu'aujourd'hui j'ai envie de partager avec d'autres, donc en thérapie, en enseignement, en accompagnement. D'accord.
Tu as parlé de l'alimentation. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, par rapport à l'alimentation vivante? Alors voilà, donc justement grâce à la bioélectronique de Vincent, on peut se rendre compte qu'il y a différents terrains, acides, réducteurs, oxydés, alcalins ou basiques, et qu'en fonction de ces terrains, on se rend compte que les aliments, ils ont aussi leur position. Et si je suis sur un terrain, on va dire pour schématiser en haut à gauche, donc acide oxydé, je vais plutôt favoriser une alimentation qui va être plutôt réduite et alcaline, et ainsi de suite. Donc en fait, on va tourner sur un tableau de manière à aller chercher les aliments qui correspondent à, on va dire, en opposé au terrain auquel je suis. Et bien sûr, il a fallu plusieurs années pour arriver à dérégler un terrain, parce qu'on connaît le terrain de parfaite santé qui se trouve à peu près au centre du tableau, et il va falloir quelques mois par l'alimentation. C'est un moyen très lent mais puissant d'arriver justement à corriger un terrain. Et du coup, je me sers de ce tableau pour apporter la correction qui va être la plus optimale pour la personne. Et donc, ça aide vraiment dans les traitements des pathologies lourdes. Pas les traitements, mais en accompagnement. Donc, la personne peut suivre son traitement médical classique, mais elle a un apport assez conséquent qui fait que, ça a été remarqué très vite, même par le milieu médical, que sur une pathologie avec de cancer par exemple, où la personne suit des chimiothérapies, elle a une meilleure récupération si on va ajuster une alimentation qui va l'aider dans cette pratique-là. Donc, plus de facilité à supporter un traitement, meilleur résultat du traitement, bien évidemment, par voie de conséquence, et on peut rapprocher justement les phases de chimiothérapie où parfois il faut des périodes longues pour que la personne puisse récupérer. Donc meilleure récupération des traitements classiques par rapport à ça. Donc pour moi, l'alimentation, c'est vraiment un plus qui va permettre à la personne de mieux gérer les situations de sa vie, qu'elles soient des situations émotionnelles stressantes ou simplement des traitements qu'elle a à suivre parce que pour sa survie, les traitements sont impératifs. Prenons un exemple, je parle d'un exemple puisqu'il me vient en tête. Si on prend par exemple la betterave rouge crue, elle est acide réduite. On sait que le cancer est plutôt alcalin oxydé et que la betterave rouge cuite, elle est alcaline oxydée. Donc dans ces cas-là, on va déconseiller la betterave rouge cuite pour favoriser la betterave rouge crue. On va favoriser les graines germées qui sont acides réduites. On va favoriser des aliments plutôt comme la choucroute qui est acide réduite, donc tous les aliments plutôt lactofermentés. Et déconseiller plutôt les sucres qui, eux, ou les aliments sucrés, qui vont être plutôt en zone alcaline oxydée. Donc c'est vraiment un choix par rapport à ça. Par contre, si une personne souffre de lèpre ou peste, bon bien évidemment ça existe beaucoup moins dans nos pays, mais ce sont des maladies acides réduites. Donc là on va plutôt proposer une maladie alcaline oxydée. Donc suivant la pathologie, on va cibler l'alimentation qui va être complémentaire. Alors alcaline oxydé, bien évidemment, c'est les sucres, c'est les aliments plutôt raffinés et les plats composés. Donc qui vont être plutôt un mélange de différents aliments. Donc ça va vraiment plutôt aider les personnes qui sont en pathologie acide réduite. Donc si on a un tétanos, le choléra, un diabète, une tuberculose, on ne va pas du tout avoir les mêmes aliments. On va cibler des aliments spécifiques. Mais qui vont être spécifiques non seulement par rapport à la maladie, mais par rapport au terrain propre de la personne. Donc on ne va pas tous avoir les mêmes aliments. Vous voyez, les diabétiques peuvent être quand même sur un tableau, être à différents endroits. Même s'ils sont dans une zone plutôt orientés vers l'alcalin oxydé, dans le diabète par exemple, ils peuvent être en bas du tableau, en haut, à gauche, à droite. Donc ça va quand même, on va pouvoir cibler des aliments un peu plus spécifiques pour eux. Individualiser en fait la diététique. Donc ça c'est très important, c'est qu'en fait on est tous différents, c'est apporter vraiment des éléments spécifiques, propres à la personne, qui vont être différents du voisin qui peut avoir la même pathologie. Donc du coup, par exemple, l'alimentation vivante ne serait pas forcément adaptée à tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc en fait, effectivement, l'alimentation vivante, même si en grande majorité des cas va être intéressante, peut être quand même ajustée, corrigée, et pour certaines personnes, en fonction de... Parce qu'on peut voir beaucoup plus de choses en bioélectronique de Vincent. On peut comparer les paramètres entre eux. Et moi, je compare beaucoup les paramètres de résistivité, de pH, pourquoi pas aussi, et d'oxydoréduction. Par exemple, on peut voir le travail du rein en comparant la résistivité de l'urine et du sang.
Et normalement, on doit avoir une résistivité proche de 185 ohms entre le sang et l'urine. On trouve des personnes qui ont 30, 40, 50 de différence. Donc là, on sait que le rein ne fonctionne pas. Le rein, c'est une pompe contre-osmotique, et donc du coup, on va perdre une partie des capacités du corps à bien éliminer l'organisme. Donc la priorité va être de redonner une bonne fonctionnalité au rein. Donc c'est pas trop par l'alimentation, mais c'est plutôt par une eau qui va être choisie spécifiquement, donc une eau très faiblement minéralisée déjà. Et pourquoi pas apporter des corrections avec de l'eau citronnée. L'eau citronnée va justement décristalliser au niveau et apporter une meilleure correction. Bon, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser bien évidemment, c'est le premier qui me vient. On peut utiliser du sulfate de magnésium, du chlorure de magnésium, du sulfate de soude, etc. qui vont jouer sur les paramètres ou les fonctions du corps comme les circuits lymphatiques, de manière à modifier les caractéristiques, parce qu'en fait le rein fonctionne comme une pompe contre-osmotique, donc c'est intéressant, on peut aller mesurer les phénomènes osmotiques au niveau cellulaire et au niveau des reins et au niveau du foie aussi, puisque c'est un autre filtre. Donc l'intérêt, c'est de voir comment fonctionnent les filtres, de corriger les filtres avant d'apporter la correction alimentaire. Je dirais c'est alimentaire, mon cher Watson. Et donc tu disais que ton autre travail, tu avais cherché à travailler sur les émotions avec le son. Voilà, tout à fait. Donc je me suis rendu compte que les émotions avaient une grande importance, et puis déjà en découvrant les travaux de Hammer. Hammer, ces travaux, il nous dit que justement, lui, l'expérience était toute simple. Il travaillait sur les cancéreux, il faisait beaucoup d'IRM, beaucoup de scanners du cerveau, entre autres. Et suite à la mort brutale de son fils, donc il est mort en accident de voiture, il a déclenché en 6 mois un cancer des testicules. Il s'est dit, c'est pas anodin, il y a un lien entre cette disparition brutale de mon fils et ce cancer des testicules. Et donc il s'est mis à analyser son cerveau par un scanner et à analyser le cerveau d'autres personnes qui avaient le même cancer et se rendre compte que c'était la même zone du cerveau qui était grillée quelque part, qui était touchée, qui était soit avec un œdème, soit avec des courts-circuits. Donc il a progressivement demandé à ses amis médecins cancérologues de envoyer simplement les scanners des personnes qui étaient touchées au niveau des cancers, de ne pas dire quel était le type de cancer, ni quel était le stress vécu, et il leur a renvoyé l'information que cette personne avait tel type de cancer et tel type de stress vécu, qui correspondait dans la grande majorité des cas. Donc bien évidemment, il s'est rendu compte, il s'est dit, c'est idiot, la chimiothérapie ne sert à rien, il suffit de travailler sur la partie émotionnelle, de manière à corriger le cancer. Bien évidemment, les médecins autour ont commencé à dire non, chute doucement. Et puis comme il a continué à dire non, c'est vraiment un outil extraordinaire, il a été interdit d'exercer, il s'est retrouvé en prison, là aujourd'hui il est en Norvège en ce moment. Donc ces travaux en tout du moins sont intéressants parce qu'ils montrent bien qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau en lien avec les émotions. Donc le premier travail est justement d'aller rechercher ces émotions grâce à un outil, les signatures fréquentielles, qui permettent d'aller identifier exactement toutes les émotions que nous sommes venus travailler. On n'est pas tous venus travailler les mêmes émotions. Il y en a qui vont être plus touchés par l'injustice ou les peurs, et d'autres personnes plutôt par la trahison ou le rejet. D'autres par l'abandon, d'autres par le manque de reconnaissance, ainsi de suite. Donc chacun, nous sommes porteurs de signatures fréquentielles différentes. Et c'est grâce à René Guérazac, alors j'ai une chance incroyable depuis que je travaille dans ce domaine-là, ça fait plusieurs années, où j'ai changé de métier, on va dire, de vie carrément, c'est que je rencontre la personne qui a fait au moins 80% du travail. Donc j'ai plus grand chose à faire, donc je n'ai rien inventé moi-même, je ne fais que utiliser ce que d'autres personnes ont inventé, de mixer ensemble différentes séquences, de faire quelques rajouts bien évidemment, qui vont me permettre d'aller travailler encore plus précisément sur ces émotions. Et donc à l'origine ça s'appelait l'almagramme. Almagramme c'est venu de l'espagnol, j'allais dire du latin, mais de l'espagnol alma qui est l'âme et gramme qui est la mesure de l'âme. Je trouve ça très beau parce que ça permet justement d'identifier vraiment les raisons d'incarnation. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je porte? Et donc justement, on porte chacun des essences d'être. Ces essences d'être, ça peut être tout à fait la bonté, ça peut être l'amour, ça peut être la sagesse, ça peut être la transmission, ça peut être la joie, ainsi de suite. Donc il en existe une multitude, mais il est évident que si je place ça par terre devant moi, ça ne va pas tellement rayonner. Il va falloir rayonner ces essences d'être.
Alors comment faire rayonner ces essences d'être? Ça va être justement d'utiliser une énergie. Et cette énergie, comment elle arrive chez l'humain? Elle arrive grâce à l'incarnation. Au moment où l'âme s'incarne, elle va être confrontée à l'aspect matière, donc par l'incarnation justement. Et grâce à cet aspect matière, nous allons avoir ce qu'on appelle des cristallisations. Ces cristallisations, grâce à l'incarnation, elles vont permettre d'être des réservoirs extraordinaires d'énergie. Et donc va permettre de rayonner, faire rayonner plus facilement la sagesse, la bonté, l'amour, la joie, la transmission, enfin toutes les données, la liberté qu'on a envie d'exprimer ou besoin d'exprimer puisque c'est notre réalité à nous spécifiquement. Donc d'où viennent ces cristallisations? Elles viennent autant des vies antérieures, si on y croit, hein, c'est le fameux karma, donc tout ce que je n'ai pas réglé dans notre vie qui sont à régler, le passif on va dire, hein, tout ce que j'ai pu commettre et qui sont à réparer aussi. Si on n'y croit pas spécialement, c'est pas gênant, parce qu'il y a toute la généalogie, on est porteur bien évidemment de plein de mémoires, on va dire généalogiques, tout ce qui n'a pas été réglé par mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Cette génération, les anciens disent, cette génération, c'est quand même beaucoup. Vous imaginez le nombre, hein, 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-grands-parents et ainsi de suite. Et puis au-delà de ça, nous avons aussi ce qui s'est passé dans la matrice périnatale, in utero. Ma mère peut-être ne souhaitait pas m'avoir au moment où elle m'a eu, même si j'étais très bien accueilli après. Ça peut être imprimé en moi et donc je suis porteur de ces cristallisations. Et le but de la vie, pour moi, donc ce que je vous donne, c'est vu de ma fenêtre, c'est comment décristalliser tout ça par l'alchimisation, la compréhension de ce que je vis, l'identification. Et donc cet outil travaillé avec René Garazac est extraordinaire parce qu'il permet d'identifier sous forme de fréquence nos essences d'être et nos cristallisations. Et une fois identifié, on peut se libérer de ce qu'on a identifié. Moi, je donne toujours cet exemple. Si je monte la montagne avec un sac à dos rempli de cailloux et que je ne le sais pas, c'est dur. Puis quelqu'un me dit, dis donc, t'as vu, t'as un sac à dos, on dirait des cailloux. Je vérifie, je dis, mais bon sang, oui, c'est des cailloux. Donc là, je peux prendre le choix, décider de monter continuer de mon cheminement dans la montagne en déposant mes cailloux. Si j'y tiens vraiment, j'ai récupéré au retour. Mais je peux me débarrasser, me libérer que ce que j'ai identifié. Et ça rejoint justement ce que disaient Sri Aurobindo et Mère dans leurs enseignements, c'est que la meilleure des méditations, c'est l'observation. En observant, je peux identifier et donc me libérer progressivement de ce qui me pèse, de ce qui m'encombre, de ce qui m'empêche d'avancer dans la vie. Et on a des exemples d'êtres sur cette terre fabuleux, moi j'admire ces gens-là, qui ont pu alchimiser leur souffrance ou leur cristallisation pour en faire des dons et des qualités. Prenons par exemple Nelson Mandela. Nelson Mandela porte la paix dans ses séquences, c'est incroyable. Et il a vécu 25 ans en prison, il a été pour une injustice bien évidemment, et quand il est arrivé président de son pays, il s'est retrouvé confronté à un début de chaos avec ces noirs et ces blancs qui étaient en confrontation. Et il a réussi ce prodige d'apporter la paix par son rayonnement. Ça c'est incroyable. Bon, ses actions bien évidemment, mais provenant de son propre rayonnement. Et moi je trouve magique ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est tout simple. Tout le monde ne connaît pas vraiment ce parcours avec Desmond Tutu, qui lui aussi porte la paix, qui était l'évêque, je crois, de là-bas. Avec Desmond Tutu, c'est d'aller proposer à tous les criminels, autant noirs que blancs, puisqu'il y en a eu des deux côtés, de simplement s'exprimer à la télévision et de demander pardon à la télévision. Donc de dire les crimes qu'ils avaient commis, de les reconnaître, et puis de demander pardon, et ils étaient graciés. Et bien c'est extraordinaire, parce qu'il y en a qui sont mis à pleurer, ils ont relaté tout ce qu'ils ont fait, et c'était un pardon collectif qui s'est fait grâce à ça. Donc, moi je trouve ça extraordinaire d'apporter la paix sous cet aspect-là, entre autres. Hein. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a eu ça aussi. Et si on prend Gandhi qui était entre guillemets une vie un peu plus dissolue à l'origine, c'était un bandit des grands chemins, sans jeu de mots, a apporté la liberté, il porte la liberté, il a apporté la liberté tout un peuple. Le peuple indien peut se libérer grâce à Gandhi et retrouver cette liberté. Donc on voit que, imaginons sur Terre, si tous les êtres pouvaient être dans le rayonnement de leur essence d'être, ça serait extraordinaire. Nous aurions vraiment une vie sur Terre qui serait idyllique. Alors c'est pas encore tout à fait le cas, c'est vrai, hein, tout le monde n'a pas cette vision-là aujourd'hui, mais je pense que cet outil permet
à chaque personne qui a envie de faire cette démarche, d'aller travailler sur ses essences d'être, de les reconnaître déjà, les identifier, d'identifier ces cristallisations et progressivement de se libérer. Et là, ce travail se fait par le décodage donc, de nos signatures fréquentielles et d'un travail d'opposition de phase, d'aller travailler sur ces oppositions de phase, de les ressentir et de faire remonter en nous par identification de nos blessures et surtout de l'événement racine qui était à l'origine d'une souffrance. Est-ce que tu pourrais donner des exemples un peu pour concrétiser? Tout à fait. Alors voilà, par exemple, j'ai eu le cas d'une personne qui est venue en me disant, voilà, je viens travailler avec vous, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai 30 ans d'alcoolisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je fais son thème. Dans ce thème, il y a beaucoup de fa, donc beaucoup d'amour, et on teste en kinésiologie quelle est la séquence qu'on va travailler. C'est la séquence de la lignée maternelle. Donc cette personne ne sent rien à l'olfaction, ne ressent rien au niveau de l'écoute musicale. Donc comme c'est intéressant, ce logiciel que nous avons conçu nous donne quelques directives, quelques informations, que là il faut poser tel type de questions. Je pose des questions, on travaille sur la lignée maternelle, comment s'est passée son éducation, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période enfance, petite enfance. Il me dit rien, tout est normal, une mère normale. Bon, il n'y a pas quand même un événement clé que vous pourriez me relater? Il dit, ah si, à 4 ans, à l'âge de 4 ans, ma mère me frappe et m'ouvre la tête. J'ai écouté, c'est quand même violent. Est-ce que votre mère est quand même assez violente? Elle dit, oh oui, si, quand même, oui, elle continue à casser les balais sur le dos, les manches à balais sur le dos de mon père qui dit rien. Donc violence de la lignée maternelle. Et puis je dis, mais il y a d'autres violences de cette lignée maternelle. Il dit, oui, à l'âge de 6 ans, j'ai un chien, le chien aboie le soir, le grand-père maternel sort, frappe le chien est aveugle le lendemain quand même. Donc vous voyez la violence il a frappé certainement d'une manière assez violente. Donc violence de la lignée maternelle, et bon, ça s'arrête là, la séance s'arrête là, il s'en va, et je me dis en moi-même, il ne va pas revenir, il n'a vraiment pas accroché avec cette méthode-là, mais pourquoi pas, hein, c'est correct. Hein. Il revient un mois et demi après, il s'assoit et dit, je veux faire toutes les séances avec vous. Alors je dis là, excusez-moi, mais je vais vous poser une question. Pourquoi vous voulez faire toutes les séances? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Il dit, bah oui, il dit, écoutez, c'est incroyable, ça fait un mois et demi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris, mais j'ai pas eu envie de boire et j'ai pas bu une goutte d'alcool. Il dit, j'ai tellement peur que ça revienne, je veux qu'on fasse toutes les séances. Alors le décodage qui est intéressant, c'est alors je lui ai demandé quel était son métier. Curiosité, il dit, moi je suis boucher. Donc de nouveau de la violence codifiée. Et donc en fait, l'explication, c'est que pour lui, l'alcool était le verrou qui l'empêchait de rentrer dans la violence, dont il était porteur. Mais comme on a travaillé sur cette violence maternelle dès la première séquence, bien évidemment il était libéré de cette violence, donc il n'avait plus besoin de l'alcool comme verrou. Alors, tous les alcooliques, ou tous ceux qui sont addictions à l'alcool, ne sont pas nécessairement alcooliques par rapport à ce biais-là. C'est une autre histoire, pour chacun son histoire personnelle. Donc bien sûr, il m'a envoyé d'autres personnes qui souffraient de ça, mais comme la résolution n'a pas pu se faire à la première séance et pas été nécessairement la lignée maternelle, ils ne sont pas revenus. Parce que ça aurait pu être, bien sûr, la dernière séquence qui pouvait libérer chez eux, peut-être de l'injustice, peut-être de l'abandon, peut-être une non-reconnaissance, peu importe. Et voilà, c'est pas toujours la première séance qui va induire une correction. Donc chez lui, ça a été le cas, et heureusement. C'est pour ça que j'ai toujours du monde, puisque heureusement, j'ai quelques personnes où c'est la première séance qui va agir. Parce que comme c'est le bouche à oreille qui induit, qui va inviter les personnes à en parler, les personnes chez qui ça n'a pas marché, ils ne vont pas en parler, bien évidemment, c'est logique. Mais bon, des personnes qui ont la patience ou le courage d'aller jusqu'au bout ont des fois une résolution en dernière séance, et pas en première. C'est comme ça, hein, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes choses à travailler, et le corps lui-même séquence. C'est pour ça qu'on travaille en kinésiologie, pour savoir quelle est la séquence qui va être celle à travailler. Et la première n'est pas nécessairement celle qui est liée à la problématique pour laquelle je viens consulter, en disant, ben voilà, j'ai un cancer, mais ça va peut-être pas régler ça, ou améliorer la situation, ou une sclérose en plaques, ou Alzheimer. Et donc, pour parler de Parkinson, puisque j'ai beaucoup de cas de Parkinson en ce moment, puisqu'il y a une résolution assez incroyable sur un cas, et qui travaille dans le milieu médical, donc bien sûr en parle à d'autres personnes, donc ça fait boule de neige. C'est une personne qui, en quelques mois, a retrouvé une totale capacité de déplacement qu'elle n'avait plus du tout. Meilleure utilisation de ses mains aussi, de la partie donc préemption.
Non, préemption, pardon, ça c'est sur une sclérose en plaques. Mais meilleure utilisation de sa main, entre autres pour écrire. Hein, voilà, c'est ça. C'est pas préemption. Et cette personne, c'est incroyable puisque son professeur qui la suit, il a dit mais qu'est-ce que vous faites parce que c'est pas les médicaments, c'est pas possible. Hein, donc en quelques mois, retrouver une mobilité normale, on va dire par rapport à ça. Mais chez elle, c'était lié à un système de contrôle. C'était une contrôlante plus. Et c'est marrant parce que la première séance, elle écrivait tout ce que je disais. Et je dis mais vous êtes contrôlante? Elle m'a dit ah pas du tout. Donc elle-même n'a pas reconnu cette dynamique-là. Et c'est la deuxième séance, elle m'a dit, vous savez ce que vous m'avez dit je crois que c'est un peu vrai. Et la troisième séance, elle me dit, mais c'est tout à fait ça. En me disant, mais est-ce que vous pensez ça, c'est du contrôle? Bon, par rapport à son fils de 26 ans, je dis, bah, qu'est-ce que vous en pensez-vous? Elle me dit, ah oui, je crois que oui. Je dis, oui. Ouais. Donc lâcher. Voilà. Et le fait de lâcher ce contrôle dans son cas à elle, bien évidemment, c'est son cas, c'est un cas particulier à elle, ça l'a aidé à se libérer progressivement de sa pathologie. En complément de ce que fait la médecine. Mais on peut aller plus loin puisque justement les travaux secondaires qui vont par rapport à ça, c'est les sons binauraux. C'est comment travailler sur le cerveau, comment aller travailler sur ces zones du cerveau qui ont été touchées dans les pathologies lourdes, donc qui rejoignent les travaux de Hammer. Et par exemple dans la Parkinson, on voit qu'il y a une carence en dopamine. Donc la médecine apporte la dopamine sous une forme chimique, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Et donc là, grâce aux séquences, aux signatures fréquentielles et surtout aux séquences sonores, on apporte les fréquences de la dopamine sans apporter la dopamine. Et là, on n'a pas d'effet secondaire, puisque c'est sous forme de fréquence, c'est le cerveau et l'organisme lui-même qui va réutiliser donc, ces neuromédiateurs aminés, puisqu'il y en a 4 principaux, dont la dopamine, va les apporter sous forme séquentielle, fréquentielle, et non pas sous forme pondérale. Les deux pouvant être complémentaires. Mais si on apporte du séquentiel, on peut peut-être amoindrir le pondéral. Donc avoir un résultat plus intéressant en diminuant, pourquoi pas, supprimer les effets secondaires. Donc ça, c'est des travaux de recherche pour le moment, mais qui montrent qu'effectivement, c'est actif, puisque ces personnes vont mieux. Donc il y a bien une dopamine qui est apportée. Là, ça serait intéressant de pouvoir tester ça d'une manière plus scientifique. Hein. Donc je suis en recherche de médecins, de chercheurs qui souhaiteraient qu'on continue à explorer ces domaines-là pour voir exactement ce qui se passe au niveau du cerveau, par scanner, par analyse, etc. Là, il n'y a pas eu d'études du tout de fait. Alors, c'est juste expérimental, puisque ça fait quelques mois que je travaille dans ce domaine-là. C'est une rencontre fortuite. Le hasard m'a fait rencontrer une spécialiste des neurosciences, qui elle a déjà fait un travail incroyable. Et on a parlé, on a échangé. Je dis, il faut qu'on mange ensemble absolument. Je me suis permis de l'attraper à la fin de sa conférence. C'était sur un congrès sur les sons en Suisse, du côté de Lausanne, au printemps, en fait. Et du coup, elle m'a dit, mais c'est passionnant ce que vous faites, parce qu'elle dit, mais c'est justement ce sur quoi j'avais envie de travailler, mais vous avez déjà fait débroussailler le lieu, le domaine. Et je dis, bah, écoutez, vous, de votre côté, vous avez débroussaillé aussi ce que je voulais travailler, donc c'est génial. Donc c'est la mise en commun de ces deux travaux qui permettent justement d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Et donc, mais il n'y a pas encore d'expérimentation, même si j'ai l'hôpital de, je ne veux pas dire de bêtises, Fribourg, en Suisse, qui est intéressé, qui a commencé à travailler avec elle et avec qui j'espère pouvoir continuer le travail. Tu as fait allusion tout à l'heure à l'olfaction, est-ce que tu peux en dire plus? Ah, pardon. À l'olfaction. À l'olfaction, oui, tout à fait. Alors, exactement. Nous, on travaille non seulement avec les sons, mais pas qu'avec les sons. On travaille aussi avec l'olfaction. Donc, c'est ce qu'on a mis en place avec René Guérazac à l'époque. Et avec l'idée, donc on avait commencé le travail ensemble, de travailler sur les autres sens aussi. Parce qu'en fait, nous avons 5 sens principaux, on va dire, et de travailler sur ces 5 sens parce que chaque personne peut avoir un sens privilégié où on va peut-être pas avoir moins d'action avec l'olfaction ou les sons, mais plus avec le goût, plus avec la vision, donc les couleurs, plus avec peut-être la kinésiologie, le kinesthésique plus exactement. Et donc on a créé à l'époque un outil qui s'appelle la balancelle. C'est une table de soins qui s'incline. Alors l'angle est choisi bien évidemment, la rapidité d'inclinaison est choisie, qui fait qu'on travaille sur l'eau du corps, donc sur toute la partie kinesthésiste et émotionnelle bien évidemment en plus.
J'avais testé ça, c'est assez incroyable ce qui se passe. Et avec des pastilles, donc j'avais commencé, c'est ma partie puisque je travaille je suis professeur de naturopathie en Suisse et je travaille en diététique. Donc la partie alimentaire est, on va dire, plus ma partie. Donc j'avais commencé à rechercher les séquences des aliments et de pouvoir créer, on va dire, des pastilles gustatives qui seraient utilisées par la personne pendant la séance, qui permettaient d'avoir cet accès, par exemple, sous l'aspect gustatif. Et pourquoi pas, grâce à des fibres optiques, on avait commencé le travail, donc qui n'a jamais été terminé aussi. Bon, c'est énorme hein, le travail à faire, mais des fibres optiques qui amèneraient des lumières spécifiques au niveau du corps, suivant les parties du corps touchées, en fonction des centres énergétiques par exemple, hein, ce qu'on appelle les fameux chakras. Donc voilà. Et donc aujourd'hui on a plutôt travaillé sur l'olfaction et les sons, ce qui nous paraissait prioritaire, sans savoir, c'est une découverte que j'ai faite récemment en travaillant sur le cerveau, que l'hippocampe fabrique, même à l'âge adulte, encore des neurones, et que les premiers neurones à être fabriqués sont les neurones olfactifs et neurones auditifs. Donc, comme par hasard, les deux que nous avons choisis intuitivement à l'époque avec René Garasac. Et l'olfaction est quand même quelque chose d'incroyable, puisque pour donner une image, la plage visuelle, auditive, olfactive, la plage olfactive est 10 à 15 fois plus importante que la plage visuelle au niveau mémoriel, les espaces mémoriels. Donc, en travaillant avec l'olfaction, on va plus facilement aller rechercher des événements mémoriels qui ont été largement oubliés, même dans la petite enfance. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et même si ça ne remonte pas au niveau du conscient, ça remonte à l'inconscient, parce qu'il est évident que ce qui s'est passé dans la matrice périnatale, je n'ai pas nécessairement de mémoire. Mais ça va toucher mon inconscient, qui lui-même va libérer l'information. Et donc du coup, on a une action directe sur le stress vécu dans la matrice périnatale. Par exemple, j'ai eu le cas d'un homme qui est arrivé, plus de 45 ans, je crois, dans les 45 ans, qui m'a dit, voilà, moi je suis déprimé tous les mois de juin. Donc, on travaille sur ces séquences et on se rend compte que sur sa lignée maternelle, la problématique vient de la lignée maternelle. Donc je lui ai dit, ben, posez la question à votre mère, si c'est encore possible, c'était possible, qu'est-ce qui s'est passé pendant sa grossesse pour lui. Et elle dit, ah bah oui, 6 mois de grossesse, j'ai eu un choc émotionnel, j'ai appris le décès de son meilleur ami. Et c'était un mois de juin. Donc c'est incroyable. Donc du coup, ce qui s'est passé, on a travaillé sur cette séquence, bien évidemment, et il n'y a plus du tout de problématique de déprime, même les autres mois de juin. Il m'a dit, je reviendrai, vous inquiétez pas, si jamais ça revient. Bon, ça fait 10 ans que je l'ai vu, je crois, c'était dans les débuts où je commençais à travailler avec ça, enfin ça fait déjà quelques années, mais il n'y a pas eu de récidive. Donc on a vraiment eu une correction par rapport à ça. Et ça c'est intéressant puisque c'est par l'olfaction et les sons qu'on est arrivé justement à libérer par le principe d'opposition de phase. C'est-à-dire en fait, si c'est tout ce qui est nommé correspond toujours à deux notes pour nous, hein, au début était le verbe, c'est là l'importance de ce travail qui a été fait par René Garasac. Et c'est intéressant de voir que justement, si c'est du sol-fa, on va jouer du fa-sol. Et on va induire des odeurs qui sont en opposition de phase également. Donc voilà le travail, le principe du travail qui est très simple en fait. C'est pour ça que tout le monde pourrait faire ce travail quelque part, puisqu'il est simple. Et tu disais que ça pouvait même aller jusqu'à régénérer des neurones. Voilà. Alors l'idée, c'est justement de travailler sur l'hippocampe en travaillant avec une signature spécifique, un adressage. Parce qu'aujourd'hui, donc j'en discutais, je sais avec la spécialiste des neurosciences, il n'y a pas d'adressage. On envoie des sons binauraux, qui sont quand même bien importants, c'est évident, mais il n'y a pas d'adressage direct sur une partie du cerveau ou une autre, et comment activer plus facilement l'hippocampe. Donc là, le travail, c'est que comme on a la signature fréquentielle de l'hippocampe, on a les signatures, on finalise les travaux sur le cerveau, toutes les zones du cerveau, de les codifier, donc de récupérer les fréquences de chaque partie du cerveau, et ben c'est après de simplement avoir l'adressage de la partie du cerveau qui est touchée par un œdème ou par un court-circuit lié à un stress pathologique originel, et d'aller reconstruire cette zone avec les neurones en induisant une action de l'hippocampe avec un adressage sur la partie du cerveau, mais en plus un adressage pour la personne puisqu'elle-même porte ses propres signatures. Donc vous voyez, c'est vraiment l'adressage. C'est comme si d'ici, on est dans la région de Grenoble, je vais envoyer un courrier à tout le monde, à mes amis, mais je ne mets pas d'adresse.
Donc en arrosant par la poste, par internet, par tout ce qu'on veut, bien sûr je vais finir par les toucher, mais peut-être pas de la manière dont je souhaiterais, pas aussi d'une manière aussi précise et ciblée. Alors que là, si je mets l'adressage, avec voilà, je vais cibler la zone, je vais toucher le nord de la France, je vais toucher le nord de la France, je vais toucher l'Asie, je vais toucher l'Asie, je vais toucher, etc. Grâce à l'adressage. Donc on a aujourd'hui, et ça c'est un plus qu'on peut apporter, proposer aux scientifiques aujourd'hui, et c'est mon espoir, c'est de toucher des scientifiques qui travaillent déjà dans des domaines très pointus et d'apporter cet adressage supplémentaire qui va permettre d'avoir une action beaucoup plus dirigée sur un stress mémoriel et donc pourquoi pas, possibilité, donc c'est une hypothèse, mais de recréer des neurones. Voilà. Et pourquoi pas aussi, puisque là je travaille dessus, des neurotransmetteurs. Donc ça, apparemment, ça fonctionne, puisque sur Parkinson, là, on a une résolution assez incroyable, donc en apportant la dopamine sous forme fréquentielle. Hein, et aller chercher la zone du cerveau touchée chez la personne, donc par scanner, et travailler sur cette zone-là. Et ça vient nécessairement du cerveau, parce qu'on dit par exemple que l'intestin est comme un relais du cerveau. Alors exactement, ce qui est incroyable, c'est que les intestins se retrouvent le deuxième cerveau du corps. Et par exemple, au niveau de la sérotonine, qui est l'hormone de la joie de vivre, on sait aujourd'hui que 95% de la sérotonine est fabriquée par les intestins. Donc on peut aussi travailler sur ce deuxième cerveau, effectivement, donc ça c'est intéressant que vous m'en parliez, parce que j'ai commencé par là, avant de travailler sur le cerveau, et entre autres sur la sérotonine. Et ce qui est incroyable, je travaille aussi beaucoup avec les symboliques et entre autres la langue, le français, la langue sacrée solaire. C'est une langue assez particulière parce qu'on s'est rendu compte que 85% des mots français correspondent à des nombres, alors là on est en numérologie par rapport au soleil, et c'est la langue sacrée solaire. Et c'est pour ça que dans la langue française, on a une relation directe perceptible dans les mots qui sont utilisés pour nommer les parties du corps. Et par exemple les intestins, donc on sait que c'est le deuxième cerveau du corps, mais si je prends le mot tripe et que je mélange ces mots-là, ça donne esprit. C'est quand même incroyable, mais ça va plus loin. C'est que je prends le mot cerveau et que je mélange les lettres du mot cerveau, ça donne évacuer, qui est quand même le travail des intestins. Donc on voit que la langue française est la seule langue à porter ceci. Ça va plus loin parce que j'ai une personne donc, avec un problème de poignet, et donc on a travaillé sur ça. Et en fait, poignet, c'est nier son poids et c'est une personne qui ne se reconnaît pas dans la société, qui ne se reconnaît pas dans sa famille. Donc ça a été extraordinaire. Cette découverte pour elle a été fondamentale dans la libération du stress originel de sa problématique et donc, à terme, une amélioration de sa pathologie pour laquelle elle venait. Bon, on a le genou, je et le nous, bon, ça c'est plus facile à identifier. Mais on peut ainsi décoder chaque problématique de la personne par la langue française beaucoup plus facilement que dans d'autres langues. Mais chaque langue porte bien évidemment sa spécificité. Hein. Le français, bien sûr, c'est la langue sacrée solaire. Et on a par exemple le grec qui est la langue du temps. Et à l'origine, le grec possédait 27 lettres dans son alphabet, dans l'alphabet. Il n'y en a que 24 aujourd'hui. 3 ont été supprimées, qui sont les 3 lettres du passé, présent, futur. Donc intéressant. On voit que la langue hébraïque est spécifique à la construction de notre univers, avec l'arbre de Séphiroth et les 22 lettres. Donc on voit que chaque langue a sa spécificité. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que j'ai repris les travaux qui ont été faits par les Chinois, donc le Tao à l'origine, et on retrouve ça aussi chez les Mayas, c'est que la Terre est vivante, elle a 12 organes, 12 méridiens. Et la France, c'est la rate. Et la rate, en énergétique chinoise, c'est la langue et là où naissent les idées. Et on se rend compte qu'effectivement, beaucoup d'idées sont nées en France. La Révolution française, bon, toutes les idées ne sont pas nécessairement bonnes, on va dire, ou idéales dans leur fonctionnement. Mais c'est aussi les droits de l'homme. Il y a beaucoup d'éléments qui sont créatifs, qui sont venus de la France. Chaque région de la Terre a bien sûr sa fonction. Les intestins, c'est plutôt l'Afrique. On a l'Inde, c'est le maître du cœur, donc la partie émotionnelle. On a le cœur qui est... on a le cœur d'Uruguay, mais en fait, on se rend compte que le cœur, bon, l'Uruguay c'est un peu plus bas, mais le cœur au niveau de la Terre, c'est l'Amérique centrale.
Hein, le Costa Rica, entre autres, se trouve au niveau du cœur, etc. Poumon, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Et effectivement, l'Amérique du Sud est bien le poumon de notre planète, ce qui est quand même incroyable. Donc c'est le poumon droit. Non, pardon, poumon gauche, hein, qui se trouve au niveau de l'Amérique du Sud. Donc on voit qu'il y a quand même quelques corrélations qu'on peut identifier. Et la rate, c'est le centre sphénique. Ce qui est intéressant de voir que la rate, se trouve entre les énergies de construction du cœur et l'énergie de construction du foie. Donc c'est intéressant de voir que quand on a une problématique perçue par les 5 organes, les 5 sens, pardon, excusez-moi, les 5 sens, qu'est-ce qui va se passer? C'est le cerveau gauche qui reçoit. Il y a deux possibilités. Soit il va envoyer au centre sphénique, donc la rate, l'information, qui va aller analyser entre les centres de construction et déconstruction, ramener au cerveau droit qui va identifier ce qui est à faire, donc non plus passer par le reptilien limbique qui est l'action-réaction, mais par le néocortex qui va être l'analyse tripartite, justement, grâce à ça, de ce qui s'est passé. Et donc apporter une réponse tout à fait adaptée, qui va être mesurée par rapport à l'événement qui a été vécu. Et s'il n'y a pas cet événement-là, ce qui se produit malheureusement, le cerveau gauche, il a une boîte noire, on fonctionne sur la boîte noire, action-réaction, donc on va dans l'hippocampe l'hippocampe et le... je perds l'autre information sur le cerveau. Bref, bon, c'est pas important. Donc c'est l'hippocampe qui est le grand bibliothécaire qui va donner ce que je viens, mon action habituelle, et je vais réagir dans l'action-réaction. Donc pas de modification, même si ça fait la 10e ou 20e fois que je rencontre cette situation, je vais toujours agir pareil. Donc là, on va apporter, grâce à ce travail sur la rate, une analyse différente qui va utiliser le cerveau droit et donc qui va utiliser d'autres possibilités de réaction. Et à terme, je vais être beaucoup plus moins réactif. Je vais être beaucoup plus adapté aux situations extérieures grâce à ce travail-là. Et c'est les signatures fréquentielles qui vont nous permettre justement de favoriser ce travail sur la rate plutôt que ça. Mais bon, c'était la petite parenthèse de dire que la France était la rate justement par rapport à ça, c'est pas anodin. Et ça, ce travail sur l'énergie solaire, par exemple, c'est assez incroyable, c'est les mathématiques. Et là, c'est pareil, j'ai rencontré la personne qui a fait 80% du travail. Il s'appelle Yves Jacquet. Et Yves Jacquet, c'est l'ancien directeur du Conservatoire de musique ancienne de Paris. Et lui, il a fait un travail remarquable, 30 ans de sa vie, sur la langue française et sur tout ça. Et donc, le Soleil, par exemple, au niveau mathématique, c'est 44 km de circonférence, et il fait une rotation sur lui-même en 26 jours. Donc les deux chiffres du Soleil, c'est 44 et 26. Et bien, si on prend toutes les anciennes traditions, ils appelaient le Soleil du même mot, c'était le mot père. Et si on prend en français le mot père, P c'est la 16e lettre, E la 5e, et R 18. Et bien 16, 5, 9 et 18, ça donne 44. Le premier chiffre du Soleil, c'est incroyable. Ça c'est le chiffre opératif. Le chiffre constitutif, en numérologie on peut le faire, on va réduire un 16 en 6 et un 7, et 18, 8 et un 9. Et bien 7, 5, 9 et 5, ça fait 26. Donc le mot père en français est le seul mot qui donne 44 et 26. Ça ne marche pas dans les autres langues, c'est ça qui est incroyable. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir dans le français, la langue sacrée solaire, c'est que dans l'alphabet français, toutes les lois universelles sont inscrites. C'est-à-dire que si on prend l'alphabet français, entre le A et le Z, le milieu se trouve entre la 13e et 14e lettre, entre le M et le N, entre le M et le N, entre l'amour et la haine. La première loi universelle que l'on connaît, c'est l'origine, c'est le Tao, c'est du Yin dans Yang, du Yang dans Yin. Hein, donc on a le symbole chinois là-dessus. Et ben, le bien finit par un N et le mal commence par un M. Après, la deuxième loi, c'est la loi de réciprocité, c'est l'effet miroir. Dans un miroir, si je la paume dans une main gauche, elle est dans la main droite dans le miroir. Ce qui est incroyable, c'est que le M, c'est un 1 qui regarde un 1 dans le miroir. La troisième loi, c'est la loi d'inversion. La loi d'inversion, c'est comme si j'étais sur une flaque d'eau, j'ai les pieds dans la flaque d'eau, j'ai bien les pieds en haut et la tête en bas. Le N, c'est un 1 qui regarde un 1 qui est à l'envers. Donc on a effectivement ces trois lois. Alors après on peut aller bien sûr plus loin, il n'y avait pas que ça. Pythagore nous dit, quand on veut connaître le secret d'un nombre, il faut l'élever au carré. M au carré, 13 fois 13, ça fait 169. Le N au carré, 14 fois 14, ça fait 196.
196 et 169, ça fait exactement 365, le nombre de jours que met la Terre pour tourner autour du Soleil. Ça ne marche que dans la langue française, bien sûr. Mais on peut aller encore plus loin, bien évidemment. Donc on pourrait faire plein de choses comme ça. C'est par exemple les deux atomes qui sont au niveau du Soleil. Qu'est-ce qui est constitué, le Soleil est constitué de quoi? Essentiellement d'hydrogène et d'hélium. L'hydrogène, en numérologie, donc en additionnant chaque lettre, ça donne 101. L'hélium, 68. Ça fait 169. Donc 169, c'est le M au carré. Et effectivement, pour les anciens, le père, donc c'est le porteur d'amour, c'est le Soleil. Mais sur Terre, on est en loi d'inversion. Donc c'est là où on est dans la souffrance, bien évidemment, puisqu'on est en loi d'inversion. Donc c'est le N au carré. Donc, qu'est-ce qui constitue la Terre? Qu'est-ce qui couvre la Terre à 70%? L'eau. Effectivement, H2O, hydrogène, oxygène. Hydrogène 101, oxygène 95. On a bien 196. Donc ça peut pas être du hasard. Donc 196, c'est le N au carré. Donc c'est pas du hasard. Donc on a, dans toutes les langues, ce qui est incroyable, c'est qu'on a les noms de Dieu qui donnent ou 44 ou 26, mais on a, la majorité des mots ne correspondent pas au chiffre solaire. Yahvé, par exemple, YHVH, le yod, la lettre hébraïque, c'est la 10e lettre, le H, la 5e, et le Vav, la 6e. 10, 5, 6 et 5, ça fait bien 26. Donc ça marche bien en hébreu, mais beaucoup moins si on va rechercher les autres mots. Donc c'est le français qui est à 86%. D'accord, je voulais demander par rapport aux signatures fréquentielles, est-ce que ça nécessitait beaucoup de séances? Alors, les signatures fréquentielles, effectivement, il y a autant de séances déjà qu'il y a de noms ou de prénoms supplémentaires. Il y a une séance sur la lignée paternelle, une séance sur la lignée maternelle, autant de séances que de prénoms, donc s'il y a un prénom, ça fait une séance. Il y a l'axe de vie qui est la synthèse de tout ça, et une séquence finale qui va correspondre à l'apport de, on va dire, des sons binauraux, qui vont permettre d'aller travailler plus spécifiquement sur une problématique, si elle n'a pas été résolue ou améliorée dans les séquences précédentes, ou simplement on veut travailler quelque chose de supplémentaire, personne qui me dit, bah oui, mais moi la mémoire ça va mieux, mais je voudrais vraiment mettre le paquet dessus. Donc ça peut être ça, ou le sommeil, ou un stress récurrent qui va mieux mais qui reste encore. D'accord, et oui, je me demandais s'il n'y avait pas un lien un petit peu, parce que par rapport à l'olfaction, tu travailles avec les plantes, Oui. Puis quelque part le chamanisme, je pense aussi, quoi. Oui, Donc, oui. Est-ce que tu fais un lien ou... Oui, tout à fait. Effectivement, il y a un lien, je suis très proche des plantes, que ce soit sous forme d'huile essentielle ou de plantes, parce que les plantes, elles ont elles-mêmes, comment dirais-je, elles sont porteuses de fréquences, de signatures. Bon, elles sont intelligentes, ça c'est les travaux ont commencé à se rendre compte qu'il y a une intentionnalité de la nature. Mais surtout les plantes, j'ai commencé à travailler avec les travaux de Discoride. Discoride, on est à 60 après Jésus-Christ, c'est le seul qui a vraiment, il a écrit la Materia Medica, donc 1600 ou 1500, 1600 produits. Donc je dis produits parce qu'il n'y a pas que des plantes, il a passé par des animaux, par surtout des pierres, beaucoup de pierres. Mais quand même, les 4/5e, ce sont des plantes. Et donc, il a fait un relevé des plantes. Bon, il a beaucoup voyagé, la Grèce, Rome, même en Celtie, donc il a été jusqu'en Irlande. Et donc, en fait, il a fait un relevé qui est assez incroyable parce que il s'est rendu compte que des plantes étaient nommées, bien évidemment, suivant, malgré les régions, les noms étaient assez similaires et l'utilisation était souvent quasiment identique. Alors, les travaux discorides ont quand même servi énormément. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, c'est les travaux discorides qui priment, donc pour tout ce qui est connaissance au niveau des plantes. Même si ce n'est pas le seul à avoir travaillé, c'est, on va dire, le seul qui a, on va dire, centralisé un maximum d'informations par rapport à ça. Et quand notre science est arrivée, elle a bien sûr mesuré les principes actifs. Ce qui l'intéressait, c'était les principes actifs. Donc on s'est bien rendu compte que certaines plantes avaient bien un principe actif qui travaillait bien sur la peau, sur le foie, sur telle fonction. Voilà. Mais on a trouvé des plantes qui n'avaient pas spécialement de principe actif. Donc on les a mises de côté. Je me suis intéressé justement à ces plantes, en me disant, mais pourquoi les anciens les ont utilisées si elles n'ont pas de principe actif? Et grâce aux signatures fréquentielles, j'ai fait une découverte qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, elles portent la signature fréquentielle, en fait, de l'organe ou de la fonction qu'elles sont censées aider. Et là, on rejoint la pharmacopée chinoise, dont je vous disais en préambule, j'ai quand même une formation en médecine chinoise, et donc j'avais quelques informations là-dessus, mais effectivement, en médecine chinoise, on a bien des plantes qui n'ont pas de principe actif, mais qui sont là pour dynamiser ou freiner ou activer une fonction du corps.
Donc ça c'est extraordinaire. Ça veut dire que les anciens chez nous connaissaient le même principe dans l'utilisation et de ces plantes. Donc ça c'est quand même assez incroyable. Mais j'étais plus loin aussi et je me suis penché sur les travaux d'Hildegard de Bingen. Pour ceux qui ne connaissent pas Hildegard de Bingen, on est au XIIe siècle, c'est une femme moniale, donc elle dirige c'est pas un monastère, c'est pour les hommes, un couvent à Bingen en Allemagne, et elle travaille à son époque, hérésie, mais quand même sur les plantes, sur la musique, sur les sons, etc. Elle soigne les plus grands de son époque, donc ce qui fait qu'elle n'est pas brûlée, et elle est même canonisée, entre guillemets, puisqu'elle est reconnue docteur en médecine par l'avant-dernier pape. Hein, donc c'est quand même un honneur, et c'est une femme qui était reconnue pour son travail extraordinaire qu'elle a fait. Mais qui était diabolisée chez les autres femmes quand même à la même époque, hein, faut bien le savoir. Donc elle recevait des messages sur les plantes. Entre autres, certaines plantes comme le lierre terrestre, où elle a dit mais le lierre terrestre c'est une plante qui servira à l'humanité dans le futur. On sait aujourd'hui qu'elle a deux propriétés fondamentales. C'est que la première, c'est qu'elle travaille sur les ondes électromagnétiques. Donc elle est capable d'aller aider un organisme qui est saturé dans l'électromagnétique, donc qui n'arrive plus à retrouver son équilibre par rapport au lierre terrestre, mais surtout, et ça c'est extraordinaire, sur la radioactivité. Donc on connaît au niveau radioactivité, puisque j'ai habité à côté d'une centrale nucléaire à l'époque dans l'Ain, proche de la centrale du Bugey, dans toutes les pharmacies, on a de l'iode. Pourquoi l'iode? Parce que l'iode permet de saturer la thyroïde, qui est le récepteur de l'iode essentiellement, et donc l'iode 131 de la radioactivité ne va pas s'installer puisque les sites sont saturés, et va être éliminé. Alors je ne sais pas encore vraiment si le lierre terrestre travaille par saturation des sites, entre autres du césium, etc., ou simplement par, on va dire, neutralisation de la radioactivité. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le lierre terrestre a vraiment cette action que donnait Hildegard de Bingen sur la radioactivité. Donc ça c'est un aspect. Mais par exemple, elle travaillait entre autres avec l'ortie sur la thyroïde. Et je me suis rendu compte que la signature fréquentielle de l'ortie, parce que l'ortie, elle a une propriété assez extraordinaire, c'est que dans l'ortie, on a les trois minéraux, l'iode, le cobalt et le chrome, qui sont dans les mêmes proportions que dans notre thyroïde à nous. Donc, ce qui peut expliquer déjà l'action. Mais quand je prends la signature fréquentielle de l'iode, du cobalt et du chrome, et que je fais la synthèse de ces trois signatures, ça donne la signature de la thyroïde. Donc c'est incroyable. Donc ça travaille à la fois l'ortie sur le plan pondéral par l'apport des minéraux qui sont peut-être pas en équilibre chez l'humain, qui est en dérèglement thyroïdien, mais surtout, elle travaille aussi avec les signatures fréquentielles. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc on peut retrouver les signatures fréquentielles des plantes, et moi je les utilise aussi, bien évidemment, soit en huile essentielle, donc on a travaillé ces huiles essentielles sur lesquelles on travaille de manière spéciale. C'est que dans chaque flacon, il y a entre 3 et 7 plantes. On a donc retrouver bien sûr les signatures fréquentielles de ces plantes, on les a associées entre elles, une DOFA, elles vont être toutes regroupées en DOFA par exemple, et chaque plante pendant la création va entendre sa musique, elle va être dynamisée avec sa signature. Qui fait que ce sont des huiles essentielles que l'on a, qui vibrent beaucoup plus fort que les huiles essentielles classiques, on a fait des tas de tests à ce niveau-là. Une huile essentielle chez nous vibre à 1 million de périodes par seconde, sachant que les meilleures huiles sur le marché vibrent à 250 000 périodes par seconde, vous voyez 4 fois plus. On redonne aux plantes et aux essences leur plein potentiel, on va dire. Qui sont perturbées, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a telle couverture électromagnétique sur Terre, que même les plantes aujourd'hui, on prend une racine de pissenlit, elle est à 25% de son potentiel par rapport à il y a 50 ans. Donc nous, on redonne, grâce à ce principe et ces signatures fréquentielles, le plein potentiel de la plante, de l'animal, et donc ça c'est un secret que je vous dévoile, de l'humain bien évidemment. Hein, donc ça permet d'optimiser nos dons, nos qualités, mais aussi ce que nous sommes au niveau énergétique. Il faut savoir qu'au niveau énergétique, c'est une catastrophe, on va dire, au niveau de l'humain. Je prends un exemple, mon grand-père qui a construit sa maison était capable de porter 2 sacs de 50 kg sur ses épaules. Aujourd'hui, on n'est plus capable et on est passé de 32 kg ou 32,5 kg à 25 kg maintenant les sacs parce que l'humain ne peut plus porter. Donc on perd au niveau énergie, on a perdu quelque chose. Et on le perd au niveau physique, mais on le perd aussi au niveau énergétique. Et donc du coup, l'idée, c'est justement grâce à ce principe de redonner un plein potentiel à l'être et de manière à ce qu'il puisse exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer sur Terre.
Le fondamental de ce que j'ai cru comprendre, je vous partage ça, c'est vu de ma fenêtre bien sûr, le fondamental c'est qu'on porte des qualités d'être et on a besoin de les exprimer. Et si tout le monde arrive à exprimer ça, ce serait extraordinaire. Simplement, on a quelques événements de la vie, in utero, vie passée, ou cette vie-là même, on a beaucoup d'espérance dans notre vie, sont là justement pour nous aider à dépasser tout ça. Et le jour où je dépasse l'injustice, ou le jour où je dépasse l'abandon, le rejet, toutes ces souffrances, qu'est-ce que je vais pouvoir exprimer? Et aujourd'hui, j'ai la chance, pour moi, d'avoir travaillé sur... même s'il me reste du travail sur ces blessures, et de pouvoir aujourd'hui partager ça, le diffuser et aider les personnes qui sont elles-mêmes en souffrance à se libérer de toutes ces séquences qui sont là et qui ont juste besoin d'être un peu activées pour libérer ce qui a besoin d'être. Tu proposes des formations aux signatures fréquentielles? Alors tout à fait, voilà. Il y a une telle demande aujourd'hui que je pense qu'il faut partager ça et toutes les personnes qui sont dans le cœur, je les invite à venir nous rejoindre au travers de ces formations qui commencent en septembre à Voiron, donc c'est en Isère, juste ici, et ceux qui ont envie de découvrir ça. Alors cette formation est bien particulière et spécifique parce que c'est important pour moi de travailler avec un outil quand on a soi-même expérimenté l'outil. Et donc du coup, la proposition, c'est que cette formation se déroule sur 9 mois, il y a 7 séances, enfin 7 rencontres, pardon, pas séances, 7 rencontres. Mais dans ces rencontres, chacun peut identifier ses propres signatures et travailler dessus, va travailler dessus. En binôme, donc va passer à la fois de l'intervenant à la personne qui va recevoir et travailler sur ses signatures. C'est pour ça qu'il y a ça dure à peu près 9 mois, donc une gestation, ça tombe bien, sur 7 rencontres. Et pour finir, je crois que tu consommes beaucoup de plantes sauvages. Alors voilà, mon mode alimentaire est basé depuis une dizaine d'années. J'ai eu la chance de vivre dans la forêt. Alors quand je dis dans la forêt, ça fait très... voilà. Donc j'ai vécu dans une maison dans la forêt, donc c'est une maison en pierre, mais qui était en zone verte. Donc c'est dans l'Ain, au-dessus d'Ambérieu-en-Bugey. Donc j'ai vécu 7 ans et demi, quasiment 8 ans là-bas. Donc l'eau, c'était la source au pied de la maison. J'étais éclairé au départ à bougie, puis après éolien solaire, chauffé au bois. Et donc j'ai voulu vraiment montrer qu'on pouvait vivre dans la nature et par la nature, simplement sans autre apport. Alors si, bon, je triche un petit peu, je consomme du riz, donc de Camargue, et c'est la base. Et après, il n'y a que des plantes sauvages, donc de l'ortie, du lierre terrestre, de la consoude, de la grande berce, du plantain, lancéolé, du plantain major, de la spirulodorante, enfin tout ce que je trouvais sur le coin qui sont très intéressantes. L'oxalis aussi, j'ai consommé. Je consomme d'ailleurs toujours. Ouais. Et donc, c'est toujours ma base alimentaire. Donc je travaille partout, je cherche, donc sur un lieu, je recherche mes plantes sauvages. Voilà, je dis que je broute, entre guillemets. Ça me permet d'être au maximum de mes potentiels, de mes possibilités. La 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 vie, la 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 vie. Mais dis donc, t'as vu, t'as un sac à dos, on dirait des cailloux. Je vérifie, je dis, mais bon sang, oui, c'est des cailloux. Donc là, je peux prendre le choix, décider de monter, continuer de mon cheminement dans la montagne en déposant mes cailloux. Si j'y tiens vraiment, j'ai récupéré au retour. Mais je peux me débarrasser, me libérer que ce que j'ai identifié. Et ça rejoint justement ce que disaient Sri Aurobindo et Mère dans leurs enseignements, c'est que la meilleure des méditations, c'est l'observation. En observant, je peux identifier et donc me libérer progressivement de ce qui me pèse, de ce qui m'encombre, de ce qui m'empêche d'avancer dans la vie. Et on a des exemples d'êtres sur cette terre fabuleux, moi j'admire ces gens-là, qui ont pu alchimiser leur souffrance ou leur cristallisation pour en faire des dons et des qualités. Prenons par exemple Nelson Mandela. Nelson Mandela porte la paix dans ses séquences, c'est incroyable. Et il a vécu 25 ans en prison, il a été pour une injustice bien évidemment, et quand il est arrivé président de son pays, il s'est retrouvé confronté à un début de chaos avec ces noirs et ces blancs qui étaient en confrontation. Et il a réussi ce prodige d'apporter la paix par son rayonnement. Ça c'est incroyable. Bon, ses actions bien évidemment, mais provenant de son propre rayonnement. Et moi je trouve magique ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est tout simple. Tout le monde ne connaît pas vraiment ce parcours avec Desmond Tutu, qui lui aussi porte la paix, qui était l'évêque, je crois, de là-bas. Avec Desmond Tutu, c'est d'aller proposer à tous les criminels, autant noirs que blancs, puisqu'il y en a eu des deux côtés, de simplement s'exprimer à la télévision et de demander pardon à la télévision.
donc de dire les crimes qu'ils avaient commis, de les reconnaître, et puis de demander pardon, et ils étaient graciés. Et ben c'est extraordinaire, parce qu'il y en a qui sont mis à pleurer, ils ont relaté tout ce qu'ils ont fait, et c'était un pardon collectif qui s'est fait grâce à ça. Donc, moi je trouve ça extraordinaire d'apporter la paix sous cet aspect-là, entre autres. Bon, il n'y a pas que ça, mais il y a eu ça aussi. Et si on prend Gandhi qui était entre guillemets une vie un peu plus dissolue à l'origine, c'était un bandit des grands chemins, sans jeu de mots, a apporté la liberté, il porte la liberté, il a apporté la liberté tout un peuple. Le peuple indien peut se libérer grâce à Gandhi et retrouver cette liberté. Donc on voit que, imaginons sur Terre, si tous les êtres pouvaient être dans le rayonnement de leur essence d'être, ça serait extraordinaire. Nous aurions vraiment une vie sur Terre qui serait idyllique. Alors c'est pas encore tout à fait le cas, c'est vrai, hein, tout le monde n'a pas cette vision-là aujourd'hui, mais je pense que cet outil permet à chaque personne qui a envie de faire cette démarche, d'aller travailler sur ses essences d'être, de les reconnaître déjà, les identifier, d'identifier ces cristallisations et progressivement de se libérer. Et là, ce travail se fait par le décodage donc, de nos signatures fréquentielles et d'un travail d'opposition de phase, d'aller travailler sur ces oppositions de phase, de les ressentir et de faire remonter en nous par identification de nos blessures et surtout de l'événement racine qui était à l'origine d'une souffrance. Est-ce que tu pourrais donner des exemples un peu pour concrétiser? Tout à fait. Alors voilà, par exemple, j'ai eu le cas d'une personne qui est venue en me disant, voilà, je viens travailler avec vous, je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai 30 ans d'alcoolisme, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc je fais son thème, dans ce thème il y a beaucoup de fa, donc beaucoup d'amour, et on teste en kinésiologie quelle est la séquence qu'on va travailler. C'est la séquence de la lignée maternelle. Donc cette personne ne sent rien à l'olfaction, ne ressent rien au niveau de l'écoute musicale. Donc comme c'est intéressant, ce logiciel que nous avons conçu nous donne quelques directives, quelques informations, que là il faut poser tel type de questions. Je pose des questions, on travaille sur la lignée maternelle, comment s'est passée son éducation, qu'est-ce qui s'est passé pendant la période enfance, petite enfance. Il me dit rien, tout est normal, une mère normale. Bon, il n'y a pas quand même un événement clé que vous pourriez me relater? Il dit, ah si, à 4 ans, à l'âge de 4 ans, ma mère me frappe et m'ouvre la tête. J'ai écouté, c'est quand même violent. Est-ce que votre mère est quand même assez violente? Elle dit, oh oui, si, quand même, oui, elle continue à casser les balais sur le dos, les manches à balais sur le dos de mon père qui dit rien. Donc violence de la lignée maternelle. Et puis je dis, mais il y a d'autres violences de cette lignée maternelle. Il dit, oui, à l'âge de 6 ans, j'ai un chien, le chien aboie le soir, le grand-père maternel sort, frappe le chien est aveugle le lendemain quand même. Donc vous voyez la violence il a frappé certainement d'une manière assez violente. Donc violence de la lignée maternelle, et bon, ça s'arrête là, la séance s'arrête là, il s'en va, et je me dis en moi-même, il va pas revenir, il a vraiment pas accroché avec cette méthode-là, mais pourquoi pas, hein, c'est correct. Hein. Il revient un mois et demi après, il s'assoit et dit, je veux faire toutes les séances avec vous. Alors je dis là, excusez-moi, mais je vais vous poser une question. Pourquoi vous voulez faire toutes les séances? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Il dit, bah oui, il dit, écoutez, c'est incroyable. Ça fait un mois et demi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas compris, mais j'ai pas eu envie de boire et j'ai pas bu une goutte d'alcool. Il dit, j'ai tellement peur que ça revienne, je veux qu'on fasse toutes les séances. Alors le décodage qui est intéressant, c'est alors je lui ai demandé quel était son métier. Curiosité, il dit, moi je suis boucher. Donc de nouveau de la violence codifiée. Et donc en fait, l'explication, c'est que pour lui, l'alcool était le verrou qui l'empêchait de rentrer dans la violence, dont il était porteur. Mais comme on a travaillé sur cette violence maternelle dès la première séquence, bien évidemment il était libéré de cette violence, donc il n'avait plus besoin de l'alcool comme verrou. Alors, tous les alcooliques, ou tous ceux qui sont addictions à l'alcool, ne sont pas nécessairement alcooliques par rapport à ce biais-là. C'est une autre histoire, pour chacun son histoire personnelle, quelle je suis. Et bien sûr, il a fallu plusieurs années pour arriver à dérégler un terrain, parce qu'on connaît le terrain de parfaite santé qui se trouve à peu près au centre du tableau, et il va falloir quelques mois par l'alimentation. C'est un moyen très lent mais puissant d'arriver justement à corriger un terrain. Et du coup, je me sers de ce tableau pour apporter la correction qui va être la plus optimale pour la personne. Et donc, ça aide vraiment dans les traitements des pathologies lourdes. Pas les traitements, mais en accompagnement. Donc, la personne peut suivre son traitement médical classique, mais elle a un apport assez conséquent qui fait que, ça a été remarqué très vite, même par le milieu médical, que sur une pathologie avec de cancer par exemple, où la personne suit des chimiothérapies, elle a une meilleure récupération si on va ajuster une alimentation qui va l'aider dans cette pratique-là. Donc
plus de facilité à supporter un traitement, meilleur résultat du traitement, bien évidemment, par voie de conséquence. Et on peut rapprocher justement les phases de chimiothérapie où parfois il faut des périodes longues pour que la personne puisse récupérer. Donc meilleure récupération des traitements classiques par rapport à ça. Donc pour moi, l'alimentation, c'est vraiment un plus qui va permettre à la personne de mieux gérer les situations de sa vie, qu'elles soient des situations émotionnelles stressantes ou simplement des traitements qu'elle a à suivre parce que pour sa survie, les traitements sont impératifs. Prenons un exemple, je parle d'un exemple puisqu'il me vient en tête. Si on prend par exemple la betterave rouge crue, elle est acide réduite. On sait que le cancer est plutôt alcalin oxydé et que la betterave rouge cuite, elle est alcaline oxydée. Donc dans ces cas-là, on va déconseiller la betterave rouge cuite pour favoriser la betterave rouge crue. On va favoriser les graines germées qui sont acides réduites. On va favoriser des aliments plutôt comme la choucroute qui est acide réduite, donc tous les aliments plutôt lactofermentés. Et déconseiller plutôt les sucres qui, eux, ou les aliments sucrés, qui vont être plutôt en zone alcaline oxydée. Donc c'est vraiment un choix par rapport à ça. Par contre, si une personne souffre de lèpre ou peste, bien évidemment ça existe beaucoup moins dans nos pays, mais ce sont des maladies acides réduites. Donc là on va plutôt proposer une maladie alcaline oxydée. Donc suivant la pathologie, on va cibler l'alimentation qui va être complémentaire. Alors alcaline oxydé, bien évidemment, c'est les sucres, c'est les aliments plutôt raffinés et les plats composés. Donc qui vont être plutôt un mélange de différents aliments. Donc ça va vraiment plutôt aider les personnes qui sont en pathologie acide réduite. Donc si on a un tétanos, le choléra, un diabète, une tuberculose, on ne va pas du tout avoir les mêmes aliments. On va cibler des aliments spécifiques. Mais qui vont être spécifiques non seulement par rapport à la maladie, mais par rapport au terrain propre de la personne. Donc on ne va pas tous avoir les mêmes aliments. Vous voyez, les diabétiques peuvent être quand même sur un tableau, être à différents endroits. Même s'ils sont dans une zone plutôt orientés vers l'alcalin oxydé, dans le diabète par exemple, ils peuvent être en bas du tableau, en haut, à gauche, à droite. Donc ça va quand même, on va pouvoir cibler des aliments un peu plus spécifiques pour eux. Individualiser en fait la diététique. Donc ça c'est très important, c'est qu'en fait on est tous différents, c'est apporter vraiment des éléments spécifiques, propres à la personne, qui vont être différents du voisin qui peut avoir la même pathologie. Donc du coup, par exemple, l'alimentation vivante ne serait pas forcément adaptée à tout le monde. Voilà, c'est ça. Donc en fait, effectivement, l'alimentation vivante, même si en grande majorité des cas va être intéressante, peut être quand même ajustée, corrigée, et pour certaines personnes, en fonction de... Parce qu'on peut voir beaucoup plus de choses en bioélectronique de Vincent. On peut comparer les paramètres entre eux. Et moi, je compare beaucoup les paramètres de résistivité, de pH, pourquoi pas aussi, et d'oxydoréduction. Par exemple, on peut voir le travail du rein en comparant la résistivité de l'urine et du sang. Et normalement, on doit avoir une résistivité proche de 185 ohms entre le sang et l'urine. On trouve des personnes qui ont 30, 40, 50 de différence. Donc là, on sait que le rein ne fonctionne pas. Le rein, c'est une pompe contre-osmotique, et donc du coup, on va perdre une partie des capacités du corps à bien éliminer l'organisme. Donc la priorité va être de redonner une bonne fonctionnalité au rein. Donc c'est pas trop par l'alimentation, mais c'est plutôt par une eau qui va être choisie spécifiquement, donc une eau très faiblement minéralisée déjà. Et pourquoi pas apporter des corrections avec de l'eau citronnée. L'eau citronnée va justement décristalliser au niveau et apporter une meilleure correction. Bon, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser bien évidemment, c'est le premier qui me vient. On peut utiliser du sulfate de magnésium, du chlorure de magnésium, du sulfate de soude, etc. qui vont jouer sur les paramètres ou les fonctions du corps comme les circuits lymphatiques de manière à modifier les caractéristiques parce qu'en fait le rein fonctionne comme une pompe contre-osmotique, donc c'est intéressant, on peut aller mesurer les phénomènes osmotiques au niveau cellulaire et au niveau des reins et au niveau du foie aussi, puisque c'est un autre filtre. Donc l'intérêt, c'est de voir comment fonctionnent les filtres, de corriger les filtres avant d'apporter la correction alimentaire. Je dirais c'est alimentaire, mon cher Watson. Et donc tu disais que ton autre travail, tu avais cherché à travailler sur les émotions avec le son. Voilà, tout à fait. Donc je me suis rendu compte que les émotions avaient une grande importance, et puis déjà en découvrant les travaux de Hammer. Hammer,
Ces travaux, il nous dit que justement, lui, l'expérience était toute simple. Il travaillait sur les cancéreux, il faisait beaucoup d'IRM, beaucoup de scanners du cerveau, entre autres. Et suite à la mort brutale de son fils, donc il est mort en accident de voiture, il a déclenché en 6 mois un cancer des testicules. Il s'est dit, c'est pas anodin, il y a un lien entre cette disparition brutale de mon fils et ce cancer des testicules. Et donc il s'est mis à analyser son cerveau par un scanner et à analyser le cerveau d'autres personnes qui avaient le même cancer et se rendre compte que c'était la même zone du cerveau qui était grillée quelque part, qui était touchée, qui était soit avec un œdème, soit avec des courts-circuits. Donc il a progressivement demandé à ses amis médecins cancérologues de envoyer simplement les scanners des personnes qui étaient touchées au niveau des cancers, de ne pas dire quel était le type de cancer, ni quel était le stress vécu. Et il leur a renvoyé l'information que cette personne avait tel type de cancer et tel type de stress vécu, qui correspondait dans la grande majorité des cas. Donc bien évidemment, il s'est rendu compte, il s'est dit, c'est idiot, la chimiothérapie ne sert à rien, il suffit de travailler sur la partie émotionnelle de manière à corriger le cancer. Bien évidemment, les médecins autour ont commencé à dire non, chute doucement. Et puis comme il a continué à dire non, c'est vraiment un outil extraordinaire, il a été interdit d'exercer, il s'est retrouvé en prison, là aujourd'hui il est en Norvège en ce moment. Donc ces travaux en tout du moins sont intéressants parce qu'ils montrent bien qu'il y a quelque chose au niveau du cerveau en lien avec les émotions. Donc le premier travail est justement d'aller rechercher ces émotions grâce à un outil, les signatures fréquentielles, qui permettent d'aller identifier exactement toutes les émotions que nous sommes venus travailler. On n'est pas tous venus travailler les mêmes émotions. Il y en a qui vont être plus touchés par l'injustice ou les peurs et d'autres personnes plutôt par la trahison ou le rejet. D'autres par l'abandon, d'autres par le manque de reconnaissance, ainsi de suite. Donc chacun, nous sommes porteurs de signatures fréquentielles différentes. Et c'est grâce à René Guérassac, alors j'ai une chance incroyable depuis que je travaille dans ce domaine-là, ça fait plusieurs années, où j'ai changé de métier, on va dire, de vie carrément, c'est que je rencontre la personne qui a fait au moins 80% du travail. Donc j'ai plus grand chose à faire, donc je n'ai rien inventé moi-même, je ne fais que utiliser ce que d'autres personnes ont inventé, de mixer ensemble différentes séquences, de faire quelques rajouts bien évidemment, qui vont me permettre d'aller travailler encore plus précisément sur ces émotions. Et donc à l'origine ça s'appelait l'almagramme, almagramme ça vient de l'espagnol, j'allais dire du latin mais de l'espagnol, alma qui est l'âme et gramme qui est la mesure de l'âme. Je trouve ça très beau parce que ça permet justement d'identifier vraiment les raisons d'incarnation. Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que je représente? Qu'est-ce que je porte? Et donc justement, on porte chacun des essences d'être. Ces essences d'être, ça peut être tout à fait la bonté, ça peut être l'amour, ça peut être la sagesse, ça peut être la transmission, ça peut être la joie, ainsi de suite. Donc il en existe une multitude. Mais il est évident que si je place ça par terre devant moi, ça ne va pas tellement rayonner. Il va falloir rayonner ces essences d'être. Alors comment faire rayonner ces essences d'être? Ça va être justement d'utiliser une énergie. Et cette énergie, comment elle arrive chez l'humain? Elle arrive grâce à l'incarnation. Au moment où l'âme s'incarne, elle va être confrontée à l'aspect matière, donc par l'incarnation justement. Et grâce à cet aspect matière, nous allons avoir ce qu'on appelle des cristallisations. Ces cristallisations, grâce à l'incarnation, elles vont permettre d'être des réservoirs extraordinaires d'énergie. Et donc va permettre de rayonner, faire rayonner plus facilement la sagesse, la bonté, l'amour, la joie, la transmission, enfin toutes les données, la liberté qu'on a envie d'exprimer ou besoin d'exprimer puisque c'est notre réalité à nous spécifiquement. Donc d'où viennent ces cristallisations? Elles viennent autant des vies antérieures, si on y croit, c'est le fameux karma, donc tout ce que je n'ai pas réglé dans notre vie qui sont à régler, le passif on va dire, tout ce que j'ai pu commettre et qui sont à réparer aussi. Si on n'y croit pas spécialement, c'est pas gênant, parce qu'il y a toute la généalogie, on est porteur bien évidemment de plein de mémoires, on va dire généalogiques, tout ce qui n'a pas été réglé par mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Cette génération, les anciens disent, cette génération, c'est quand même beaucoup. Vous imaginez le nombre, 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16 arrière-grands-parents et ainsi de suite. Et puis au-delà de ça, nous avons aussi ce qui s'est passé dans la matrice périnatale, in utero. Ma mère peut-être ne souhaitait pas m'avoir au moment où elle m'a eu, même si j'étais très bien accueilli après. Ça peut être
imprimées en moi, et donc je suis porteur de ces cristallisations. Et le but de la vie, pour moi, donc ce que je vous donne, c'est vu de ma fenêtre, c'est comment décristalliser tout ça par l'alchimisation, la compréhension de ce que je vis, l'identification. Et donc cet outil travaillé avec René Garazac est extraordinaire parce qu'il permet d'identifier sous forme de fréquence nos essences d'être et nos cristallisations. Et une fois identifié, on peut se libérer de ce qu'on a identifié. Moi je donne toujours cet exemple, si je monte la montagne avec un sac à dos rempli de cailloux et que je ne le sais pas, c'est dur. Puis quelqu'un me dit, donc bien sûr, il m'a envoyé d'autres personnes qui souffraient de ça, mais comme la résolution n'a pas pu se faire à la première séance et pas été nécessairement la lignée maternelle, ils ne sont pas revenus. Parce que ça aurait pu être, bien sûr, la dernière séquence qui pouvait libérer chez eux, peut-être de l'injustice, peut-être de l'abandon, peut-être une non-reconnaissance, peu importe. Et voilà, c'est pas toujours la première séance qui va induire une correction. Donc chez lui, ça a été le cas, et heureusement. C'est pour ça que j'ai toujours du monde, puisque heureusement, j'ai quelques personnes où c'est la première séance qui va agir. Parce que comme c'est le bouche à oreille qui induit, qui va inviter les personnes à en parler, les personnes chez qui ça n'a pas marché, ils vont pas en parler, bien évidemment, c'est logique. Mais bon, des personnes qui ont la patience ou le courage d'aller jusqu'au bout ont des fois une résolution en dernière séance, et pas en première. C'est comme ça, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous les mêmes choses à travailler, et le corps lui-même séquence. C'est pour ça qu'on travaille en kinésiologie, pour savoir quelle est la séquence qui va être celle à travailler. Et la première n'est pas nécessairement celle qui est liée à la problématique pour laquelle je viens consulter, en disant, j'ai un cancer, mais ça va peut-être pas régler ça, ou améliorer la situation, ou une sclérose en plaques, ou Alzheimer. Et donc, pour parler de Parkinson, puisque j'ai beaucoup de cas de Parkinson en ce moment, puisqu'il y a une résolution assez incroyable sur un cas, et qui travaille dans le milieu médical, donc bien sûr en parle à d'autres personnes, donc ça fait boule de neige. C'est une personne qui, en quelques mois, a retrouvé une totale capacité de déplacement qu'elle n'avait plus du tout. Meilleure utilisation de ses mains aussi, de la partie donc préemption. Préemption, pardon, ça c'est sur une sclérose en plaques. Mais meilleure utilisation de sa main, entre autres pour écrire, voilà, c'est ça, c'est pas préemption. Et cette personne, c'est incroyable, puisque son professeur qui la suit, il a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est pas les médicaments, c'est pas possible. Donc, en quelques mois, retrouver une mobilité normale, on va dire, par rapport à ça. Mais chez elle, c'était lié à un système de contrôle. C'était une contrôlante plus. Et c'est marrant, parce que la première séance, elle écrivait tout ce que je disais, et je dis, mais vous êtes contrôlante? Elle m'a dit, ah, pas du tout. Donc elle-même n'a pas reconnu cette dynamique-là. Et c'est la deuxième séance, elle m'a dit, vous savez ce que vous m'avez dit? Je crois que c'est un peu vrai. Et la troisième séance, elle me dit, mais c'est tout à fait ça. En me disant, mais est-ce que vous pensez ça, c'est du contrôle? Par rapport à son fils de 26 ans, je dis, qu'est-ce que vous en pensez-vous? Elle dit, ah oui, je crois que oui. Je dis, oui. Ouais. Donc lâcher. Voilà. Et le fait de lâcher ce contrôle dans son cas à elle, bien évidemment, c'est son cas, c'est le cas particulier à elle, ça l'a aidé à se libérer progressivement de sa pathologie, en complément de ce que fait la médecine. Mais on peut aller plus loin, puisque justement les travaux secondaires qui vont par rapport à ça, c'est les sons binauraux. C'est comment travailler sur le cerveau, comment aller travailler sur ces zones du cerveau qui ont été touchées dans les pathologies lourdes, donc qui rejoignent les travaux de Hammer. Et par exemple dans la Parkinson, on voit qu'il y a une carence en dopamine. Donc la médecine apporte la dopamine sous une forme chimique, mais avec beaucoup d'effets secondaires. Et donc là, grâce aux séquences, aux signatures fréquentielles et surtout aux séquences sonores, on apporte les fréquences de la dopamine sans apporter la dopamine. Et là, on n'a pas d'effet secondaire, puisque c'est sous forme de fréquence, c'est le cerveau et l'organisme lui-même qui va réutiliser donc ces neuromédiateurs aminés, puisqu'il y en a 4 principaux, dont la dopamine, va les apporter sous forme séquentielle, fréquentielle, et non pas sous forme pondérale. Les deux pourront être complémentaires. Mais si on apporte du séquentiel, on peut peut-être amoindrir le pondéral. Donc avoir un résultat plus intéressant en diminuant, pourquoi pas, supprimer les effets secondaires. Donc ça, c'est des travaux de recherche pour le moment, mais qui montrent qu'effectivement, c'est actif, puisque ces personnes vont mieux. Donc il y a bien une dopamine qui est apportée. Là, ça serait intéressant de pouvoir tester ça d'une manière plus scientifique. Donc je suis en recherche de médecins, de chercheurs qui souhaiteraient qu'on continue à explorer ces domaines-là pour voir exactement ce qui se passe au niveau du cerveau, par scanner, par analyse, etc.
Là, il n'y a pas eu d'études du tout de fait. Alors, c'est juste expérimental puisque ça fait quelques mois que je travaille dans ce domaine-là. C'est une rencontre fortuite. Le hasard m'a fait rencontrer une spécialiste des neurosciences qui, elle, a déjà fait un travail incroyable. Et on a parlé, on a échangé. Je dis, il faut qu'on mange ensemble absolument. Je me suis permis de l'attraper à la fin de sa conférence. C'était sur un congrès sur les sons en Suisse, du côté de Lausanne, au printemps, en fait. Et du coup, elle m'a dit, mais c'est passionnant ce que vous faites, parce qu'elle dit, mais c'est justement ce sur quoi j'avais envie de travailler. Vous avez déjà fait débroussailler le lieu, le domaine. Et je dis, bah, écoutez, vous, de votre côté, vous avez débroussaillé aussi ce que je voulais travailler, donc c'est génial. Donc, c'est la mise en commun de ces deux travaux qui permettent justement d'aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Et donc, mais il n'y a pas encore d'expérimentation, même si j'ai l'hôpital de, je ne veux pas dire de bêtises, Fribourg, en Suisse, qui est intéressé, qui a commencé à travailler avec elle et avec qui j'espère pouvoir continuer le travail. Tu as fait allusion tout à l'heure à l'olfaction. Est-ce que tu peux en dire plus? Ah, pardon. À l'olfaction. À l'olfaction, oui, tout à fait. Alors, exactement. Nous, on travaille non seulement avec les sons, mais pas qu'avec les sons. On travaille aussi avec l'olfaction. Donc, c'est ce qu'on a mis en place avec René Guérassac à l'époque. Et avec l'idée, donc on avait commencé le travail ensemble, de travailler sur les autres. La 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 vie, la 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 vie. Je m'appelle Didier Rosy. Je suis un nomade de la vie en ce moment, c'est-à-dire j'ai plusieurs lieux d'activité, je bouge beaucoup. C'est une passion qui me porte aujourd'hui dans ce que je fais, donc c'est tout un parcours, on va dire, assez éclectique. Je suis un scientifique qui a bien tourné, puisqu'à l'origine j'étais technicien supérieur en électronique et informatique pour l'armée de l'air française. Et puis, pour des raisons de santé, il a fallu que je trouve des moyens de m'en sortir, puisque la médecine m'avait condamné à l'âge de 32 ans à plus faire du sport à vie. J'avais une usure des disques intervertébraux. Donc, la médecine pouvait en plus s'occuper vraiment de moi. Il n'y avait pas de solution particulière pour la médecine. Je me suis orienté vers les médecines douces. J'aime pas dire parallèles, parce que le problème, ça voudrait dire qu'elles ne se rejoignent jamais. Or, mon rêve, justement, mon souhait, ça serait qu'un jour on puisse réunir toutes les médecines ancestrales, ces médecines douces, de manière à ce qu'on puisse effectivement travailler ensemble dans une collaboration plutôt qu'une compétition aujourd'hui. Et donc, c'est tout ce parcours qui m'a amené à être aujourd'hui dans cette recherche permanente d'un mieux-être. Donc, j'ai 56 ans. Et voilà, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de mon parcours, je me suis formé en médecine chinoise, donc je suis diplômé de médecine chinoise. Pour moi, c'était pas tout à fait suffisant. L'énergétique, c'est vraiment super, mais c'est pas suffisant. Il m'a fallu d'autres expériences et d'autres rencontres, dont celle avec la bioélectronique de Vincent, qui est une technique qui permet de mesurer l'eau du corps, en fait. C'est le premier constituant du corps humain. C'est vrai qu'on en parle très peu, voire quasiment pas. Et l'eau est très importante puisque c'est d'abord le véhicule de nos émotions. Et si on arrive à définir l'eau du corps, on peut définir aussi l'alimentation et le terrain. Donc comment modifier ce terrain par l'alimentation. Donc j'ai utilisé la bioélectronique de Vincent qui mesure les 3 humeurs aqueuses de l'organisme sans salive-urine. Et puis c'était pas encore suffisant, donc je me suis orienté vers tout ce qui est émotionnel. Et là c'est les sons, c'est les fréquences qui m'ont parlé d'entrée. Parce que pour moi, fondamentalement, et dans les rencontres que j'ai pu faire, c'est le stress qui, à l'origine, ce stress vient générer progressivement des dysfonctions dans le corps. Et pour moi, la majorité des maladies, la majorité des événements que nous vivons dans la vie proviennent des stress qui sont non gérés. Donc on a les travaux de Hammer qui parlent de ça, on a d'autres travaux bien évidemment. Et voilà, c'est le travail que je développe vraiment beaucoup aujourd'hui. Il manquait encore une dimension dans ce travail-là, c'était le côté spirituel. Donc j'ai fait quelques recherches à droite à gauche et en fait ce qui m'a vraiment parlé c'est le chamanisme. Le chamanisme pourquoi? Parce que le chamanisme, même s'il est à la base de toutes les religions, n'est pas en fait une religion. Il n'y a pas de prêtre qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. Le chamanisme il permet justement de développer sa propre éthique. Je veux dire, dans nos sociétés, il y a la morale. Bon, la morale est nécessaire, c'est une morale qui va être définie en fonction d'un groupe
par rapport à ce qui va rattacher ce groupe et rapprocher ce groupe pour qu'on puisse fonctionner d'une manière correcte dans ce groupe, harmonieuse si possible. Mais la morale, elle est dictée par l'extérieur. En fait, elle va être assujettie à différents facteurs environnementaux, économiques, religieux, politiques, etc. Qui fait que dans un groupe, la morale peut tout à fait accepter qu'un homme ait plusieurs femmes parce qu'il y a très peu d'hommes dans cette société et qu'une société à côté va être, ça va être l'antithèse. Ils vont décider que non, c'est amoral de vivre avec plusieurs femmes, et ainsi de suite. Donc ça touche cet aspect-là, ça peut en toucher d'autres. Alors que dans le chamanisme, on va développer l'éthique. L'éthique, c'est rechercher au fond de soi ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Donc c'est vraiment individuel, ça vient du cœur. Et le chamanisme permet justement de développer cette éthique. Et donc ça m'a vraiment parlé. Et dans le chamanisme, on va traverser les peurs. Et si on a une peur de la mort, on se fait enterrer. Si on a peur du feu, on marche sur le feu. Si on a peur du noir, on va faire la spéléo sans matériel et sans lumière. Et donc j'ai expérimenté tout ça, qui m'ont permis de finalement traverser ces peurs et de me rendre compte que ces peurs, finalement, ce n'étaient que des croyances. Une croyance, c'est adopter quelque chose, alors que c'est pas on l'a jamais vérifié. Et on va vérifier si cette peur, elle a vraiment un fondement pour moi ou pas. Et donc la plupart des peurs que j'avais n'avaient pas de fondement. Donc ça me permet aujourd'hui de fonctionner beaucoup mieux. J'ai plus de problèmes de dos, j'ai plus de problèmes de santé. Et je suis beaucoup mieux qu'à 20 ou 30 ans. Donc pour moi, c'était vraiment extraordinaire. Donc c'est tout ce parcours qu'aujourd'hui j'ai envie et de partager avec d'autres, donc en thérapie, en enseignement, en accompagnement. D'accord. Tu as parlé de l'alimentation. Qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, par rapport à l'alimentation vivante? Alors voilà, donc justement grâce à la bioélectronique de Vincent, on peut se rendre compte qu'il y a différents terrains, acides, réducteurs, oxydés, alcalins ou basiques, et qu'en fonction de ces terrains, on se rend compte que les aliments, ils ont aussi leur position. Et si je suis sur un terrain, on va dire pour schématiser en haut à gauche, donc acide oxydé, je vais plutôt favoriser une alimentation qui va être plutôt réduite et alcaline, et ainsi de suite. Donc en fait, on va tourner sur un tableau de manière à aller chercher les aliments qui correspondent à, on va dire, opposés au terrain